Elena Ferradian. Et changement d'ambiance, changement de générique, vous en avez l'habitude si vous êtes des fidèles de ce rendez-vous, mais c'est peut-être la première fois aussi que vous le découvrez. Alors bienvenue, tous les jours nous vous racontons l'histoire des Juifs de France et toujours en compagnie de Christophe Dard. Et pour ce nouvel épisode, Christophe, nous allons reprendre notre portrait de la famille Camondo. Au début du 19e siècle, Isaac Camondo crée une banque à Constantinople qui connaît un essor important et ses descendants s'installent à Paris en 1869 pour ouvrir une succursale. Les Camondo deviennent les principaux financiers de la France des débuts de la Troisième République. Et Christophe, nous avons notamment parlé de ce personnage singulier qui est Isaac de Camondo, qui reprend l'affaire familiale à la mort de son père et de son oncle en 1889. Eh oui, c'est un banquier, mais donc aussi un diplomate nommé consul général de l'Empire ottoman à Paris de 1891 à 1895. Grand amateur de musique, compositeur d'une vingtaine de pièces musicales, dont un opéra Le Clown. Et puis c'est surtout un amateur d'art éclectique dans ses goûts. Il collectionne dans son grand appartement de la vue des Champs-Élysées les pièces d'argenterie, l'art asiatique, notamment les estampes japonaises, qui sont alors très en vogue, et beaucoup de tableaux, notamment impressionnistes. Ça aussi, c'est à la mode à l'époque. L'ensemble de sa collection qui revient au musée du Louvre à sa mort en 1911, conformément à ce qui était d'ailleurs exigé de son vivant. La collection est présentée pendant au moins 50 ans dans des salles qui porte le nom du défunt. Alors parlons à présent de Moïse de Camondo, qui, comme son cousin Isaac, n'est pas trop intéressé par les activités bancaires qui font pourtant la richesse de sa famille depuis plusieurs générations. C'est un homme de haute taille, un homme élégant, bien que borgne suite à un accident de chasse, un véritable gentleman, adepte du yachting et de l'automobile, qui sont alors réservés à cette époque aux élites mondaines. C'est un homme qui aime les courses, qui aime les rallyes, qui aime les régates, et comme son cousin, l'art, c'est la passion de Moïse, plus précisément lui, le XVIIIe siècle français, avec des meubles, des tableaux, des objets d'art, client d'ailleurs régulier des plus grands antiquaires parisiens, notamment les Seligman père et fils. Et puis notre homme aussi achète dans les ventes aux enchères. En 1911, Moïse de Camondo, qui reprend la tête de la banque familiale après le décès de son cousin Isaac, décide de raser la demeure de ses parents de la rue Monceau. Il fait construire à la place un bel hôtel particulier sur 3 niveaux, à la fois de style 18e siècle, Christophe, et belle époque. Et Nora Séni et Sophie Le Tarnec écrivent dans l'ouvrage Les Camondo ou l'éclipse d'une fortune, paru en 1997 chez Actes Sud. Au printemps 1914, l'hôtel fraîchement terminé, plusieurs réceptions y avaient été données. Le grand salon était le centre de l'animation. Les invités admiratifs s'y pressaient pour venir féliciter Monsieur le Comte. Bah oui, on rappelle, ils sont anoblis, ils sont comtes, les Camondo, qui, tendus et inquiets, s'étaient constamment tenus à proximité de ce petit bureau orné de plaques de porcelaine, redoutant une bousculade, guettant le geste maladroit qui n'aurait pas manqué de réduire ce chef-d'œuvre en miettes. C'est, vous savez, la fameuse expression de l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Absolument. Alors Moïse de Camondo, en tout cas, vit dans cette belle demeure inspirée du petit Trianon à Versailles, avec vue sur le parc Monceau, au côté Nissim, prénommé comme son grand-père, et Béatrice, ses 2 enfants qu'il a eu avec Irène Cahen d'Anvers. Oui, exactement. Les Cahen d'Anvers, qui sont en fait une richissime famille de financiers juifs, un peu comme les Camondo, c'est assez similaire, arrivés à Paris une vingtaine d'années avant, d'ailleurs avant les Camondo, et avec lesquels ils sont justement en relation d'affaires. Alors on peut donc dire que c'est un beau parti, mais depuis 1896, Moïse de Camondo et Irène Cahen d'Anvers sont séparés, ce qui quand même, Ilana, n'a pas manqué de faire réagir à l'époque, car le divorce, c'est une pratique alors extrêmement rare. Moïse et Irène qui décident alors d'un commun accord que leurs 2 enfants habiteront chez Moïse et passeront 4 mois par an avec leur mère. Et oui, à ce temps-là, l'autorité parentale était toujours à la faveur des hommes. Tous les vendredis, un rabbin initie Nissim et Béatrice au judaïsme. Le reste du temps, la petite famille séjourne aussi dans les autres propriétés des Camondo, au château de Champs-sur-Marne, dans un manoir à Bougival et dans une villa située à Aumont en Halatte, près de Senlis dans l'Oise, où Nissim et Béatrice s'adonnent à leur passion pour le cheval. Oui, une passion aussi, la pratique du cheval, qui rejoint bien sûr aussi cette pratique très fréquente chez les élites. Et justement, Nissim de Camondo, le fils de Moïse, s'engage dans l'armée en parallèle. Son activité de banquier et y est affecté à l'âge de 19 ans dans un régiment de hussards à Senlis, où il est placé dans la réserve avec le grade de maréchal des logis. Juste avant la mobilisation générale, il est rappelé en activité. Il rejoint son régiment de hussards à Senlis le 3 août 1914, vous l'aurez compris, jour de la mobilisation de la Première Guerre mondiale, avec le grade de sous-lieutenant. Il
participe notamment à la bataille de la Marne, une victoire décisive contre l'Allemagne, c'était en septembre 1914. Nissim de Camondo s'engage ensuite dans l'aviation comme observateur photographe et pilote au sein d'une escadrille. À ce titre, il participe aux batailles de Verdun et de la Somme, 2 batailles au lourd bilan humain. Verdun qui fera plus de 700 000 victimes pour rappel et la Somme plus d'1 200 000 victimes. Oui, d'ailleurs on pourra parler de boucherie à juste titre pour qualifier ces batailles sanglantes. Nissim de Camondo qui lui décroche le brevet de pilote militaire cité à l'ordre de la 6e armée. C'est vraiment un militaire désormais aguerri et ce qui est assez émouvant, c'est que bien sûr depuis le front, comme tous les soldats, il écrit de nombreuses lettres à son père et à sa sœur avec lesquelles bien sûr il était inséparable avant-guerre. Mais le 5 septembre 1917, lors d'une mission de reconnaissance, l'appareil que Nissim de Camondo pilote est touché par un avion ennemi. Il tente d'atterrir en urgence, mais l'avion s'écrase en Meurthe-et-Moselle et il meurt sur le coup. Nissim de Camondo avait 25 ans. Ce n'est que 3 semaines plus tard que Moïse de Camondo et Béatrice seront informés de sa mort. Les funérailles de Nissim de Camondo ont lieu, en tout cas à la synagogue de la Victoire à Paris. Son père, Moïse de Camondo, bien sûr, un bouleversé, tout comme Béatrice. C'était vraiment une famille très unie. Il reçoit une lettre de condoléances de la part de l'écrivain Marcel Proust, qui connaissait bien Nissim de Camondo. Et d'ailleurs, c'est vrai que dans sa galerie de personnages bourgeois de À la recherche du temps perdu, on aurait pu tout à fait, Ilana, retrouver justement les Camondo, les grandes familles aristocratiques, la grande bourgeoisie qui s'associe bien sûr à la douleur des Camondo. Nissim qui sera nommé chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume en 1920. Alors entre-temps, la fille de Moïse de Camondo, Béatrice, elle se marie en 1918 avec le musicien et compositeur Léon Reinach, je ne sais pas comment ça se prononce. Oui, Reinach, ouais. Issu d'une famille de banquiers, lui originaire d'Allemagne. Et comme pour les Camondo, la banque c'est la source du patrimoine familial et c'est depuis la seconde moitié du 19e siècle, comme pour les Camondo là encore, que les Reinach se sont installés en France. Alors Léon Reinach, c'est le fils en fait de Théodore Reinach. Et je me suis renseigné un peu sur ce personnage. Il a quand même été, Théodore Reinach, archéologue, professeur au Collège de France, membre de l'Institut, mathématicien, juriste, philologue, épigraphiste, historien, musicien, numismate et député de Savoie. Ah ouais, tout ça en une vie. Surdoué. Voilà, je crois qu'il est déjà 15 heures. Il a aussi fait construire entre 1902 et 1908, ça il faudrait seulement un jour que vous alliez voir, peut-être que vous connaissez d'ailleurs cet endroit, Ilana, c'est la Villa Kérylos à Beaulieu-sur-Mer, inspirée des demeures de la Grèce antique, endroit magnifique d'ailleurs construit à la même époque que la Villa Efrussi de Rothschild, établie non loin également sur la Riviera à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Depuis la mort de son fils Nissim, Moïse, lui qui n'a plus d'héritier mâle, a fermé la banque et reçoit moins dans son hôtel particulier. Dans son testament, il décide qu'à sa mort, sa collection sera léguée à l'État français, comme son cousin l'avait fait d'ailleurs quelques années auparavant. Oui, effectivement, il n'a pas d'héritier, puis on pense effectivement que c'est un homme extrêmement triste à ce moment-là, qui décide de créer un musée qui justement portera donc le nom de son fils, un lieu qu'il voit comme une annexe du musée des arts décoratifs. Moïse de Camondo meurt en 1935, les obsèques ont lieu à la synagogue de la rue Buffo, et l'inhumation au cimetière de Montmartre, le musée Nissim de Camondo qui est inauguré et ouvert au public l'année suivante. Et comme l'a voulu son propriétaire, aucun meuble n'a bougé depuis sa mort. Tout est resté exactement dans l'état où il l'avait laissé avant son décès, ce qui donne du coup l'impression, parfois peut-être un peu flippante d'ailleurs, que l'endroit est encore habité par le jadis maître des lieux. Le président de la République de l'époque, Albert Lebrun, sera l'un des premiers à visiter ce musée. Preuve quand même, il faut le rappeler, si besoin il y était, de l'importance qu'occupe la famille Camondo dans la société française. Eh bien, merci beaucoup Christophe pour la suite de cet épisode consacré au Camondo et la suite, la 3e partie, ce sera au prochain numéro de l'Histoire des Juifs de France.